Alors quand les mécanismes de l'arnaque amoureuse sont en place, pas simple d'en sortir. Même les preuves ne suffisent plus à convaincre les victimes qu'il s'agit d'une escroquerie. C'est ce qu'a constaté le témoin de Marie-Trey Stéphanie. Et oui, pour ce témoignage, j'aimerais vous parler de Charles Leroux. Je précise que Charles existe vraiment. Il a tout d'un prince charmant, quinquagénaire, charismatique, propriétaire d'un yacht, le profil idéal à usurper pour des brouteurs sans scrupules. En se faisant passer pour lui, les arnaqueurs vont alors piéger des dizaines de femmes célibataires en quête d'amour, toutes convaincues de vivre une idylle à distance avec lui. Et parmi elles, Muriel, qui, un beau jour agacée de ne pas le rencontrer, débarque par surprise sur son bateau pour voir son amoureux enfin. Charles éconduit cette femme qu'il ne connaît pas avec politesse et décide de contacter le romancier Alexandre Kaufman pour qu'il enquête sur cette vaste supercherie qui a coûté 210 000 € à Muriel. Regardez. Bonjour Alexandre. Bonjour. On va parler de cette histoire incroyable qui est Muriel. Alors Muriel, elle a une petite soixantaine d'années, elle est veuve depuis 2 ans, à peu près en 2017, et elle a 2 filles qui l'encouragent à retrouver quelqu'un dans sa vie, puisque son mari est mort depuis 2 ans. Elle s'inscrit sur les sites de rencontres, alors elle fait quelques rendez-vous qui sont assez décevants, et au moment où elle est prête à renoncer, elle trouve la perle rare, qui s'appelle donc Charles Leroux, qui est particulièrement attentionné, et il se distingue des autres profils qu'elle avait trouvés décevants par sa sincérité et ses marques d'attention. Il lui demande matin, midi et soir si elle va bien, il lui fait aussi des confessions sur ses failles. C'est une personne qui a la tête sur les épaules, elle fait une recherche Google sur lui, et elle s'aperçoit qu'en fait c'est un multimillionnaire, donc qui possède un hôtel particulier, de belles voitures, un yacht, et elle se dit pourquoi un type comme ça, une sorte de playboy de yacht, s'intéresse à une femme comme moi qui est employée de mairie dans le sud-est de la France. Et malgré ses doutes, elle commence un petit peu à entrer dans cette relation et à se confier à lui, et va se nouer une relation amoureuse virtuelle. De l'extérieur, on peut se demander comment c'est possible de tomber amoureuse de cet homme qu'elle n'a jamais vu en vrai. C'est vrai que ça peut paraître troublant. Il y a énormément de marques d'attention parce que les brouteurs, donc les arnaqueurs, fournissent un travail phénoménal de présence. Et surtout, quand ils sentent qu'une victime est bien vulnérable et qu'ils vont pouvoir avoir un bon rendement avec elle, ils décident d'investir avant même d'avoir touché de l'argent. Donc par exemple, ils font envoyer des fleurs ou des chocolats en réel, ils appellent ça le corps à corps, avant de commencer à demander de l'argent à la victime. À partir de quand, ça y est, il lui demande de l'argent? À peu près au bout de 3 mois. Il va lui faire un emprunt au début. Ça va être à peu près 10 000 € pour les frais médicaux de sa fille qui a un cancer dur. L'arnaqueur va jamais demander de l'argent pour lui-même au début. Il va dire « Ah, ma fille est très malade, elle a un cancer, je suis vraiment dévasté ». Elle va se renvoyer une image flatteuse de dire « Si je peux aider cette petite fille, c'est bien ». Comme les personnes dont l'image est usurpée sont des personnes souvent assez riches, il y a aussi l'idée que la personne va peut-être rendre de l'argent au centuple. Ça existe aussi. Ah, d'accord. Et puis c'est toujours fait aussi la première demande d'argent un peu dans l'urgence. Il me la faut absolument pour le rein de ma fille, donc ça paralyse un peu la pensée. Une fois qu'elle paye, cette petite fille qu'elle a aidée, en fait, elle lui dit « Est-ce que je peux t'appeler maman ?» Donc en fait, Muriel, elle est totalement flattée, donc elle a des doutes, mais elle continue. Et là, vous vous demandez tous comment un multimillionnaire peut être crédible en quémandant de l'argent. Eh bien, la stratégie du brouteur est toujours la même. Faire croire que Charles est dans une mauvaise passe financière et qu'il doit maintenir une image auprès de ses investisseurs. Il a donc besoin de Muriel pour couvrir ses frais. Ensuite, il y a eu les moteurs de son yacht qui étaient cassés, c'était beaucoup, ça c'était presque 100 000 €. Et en fait, elle est devenue interdit bancaire. Donc on se dit, bon bah là, elle sert plus à rien. Et non, en fait, il lui a demandé d'ouvrir de faux comptes avec une fausse identité. C'est-à-dire qu'il faisait transiter sur son compte des sommes qu'il avait volées ailleurs. Ça mettait la victime en confiance parce qu'elle se disait, tiens, je reçois de l'argent, même si elle devait le reverser aussitôt. Lors de ces courts moments de lucidité, Muriel veut rencontrer Charles en vrai pour lui demander des comptes. Elle va d'ailleurs traquer son yacht pour débarquer et se retrouver face à lui. Muriel se présente et lui dit « Charles, nous sommes ensemble, je vous ai prêté beaucoup d'argent ». Et donc il lui dit « Veuillez descendre de mon bateau, je vous connais pas ». Et donc au début, elle est un peu désarçonnée, mais très vite, dès qu'elle descend du yacht, elle se dit « Ah, mais comme par hasard ». On voit un mécanisme de défense qui se met en place. Elle se dit « Ah, mais il n'a pas voulu me reconnaître parce qu'en fait, il y avait son fils ». Elle trouve une explication et on voit qu'en fait, c'est un déni de réalité. En fait, les psychanalystes parlent plus d'un phénomène de désaveu, c'est-à-dire qu'on sait que c'est faux, mais on aimerait tellement que ce soit vrai qu'on décide d'y croire. Vous l'avez rencontré et vous êtes même donné une mission, c'est de lui prouver
que c'était un brouteur, c'est ça? Ouais, au fur et à mesure de l'arnaque, qui a duré près de 6 ans, évidemment, elle se met à dos toute sa famille, qui lui dit, ses filles lui disent arrête de donner, maman. Et donc, elle finit par se retrouver très isolée. Et donc, moi, je me suis dit, je vais lui prouver qu'elle est victime d'une arnaque. J'avais l'identité de ce brouteur et j'avais son nom. Je pouvais lui montrer qu'il s'était connecté avec elle, mais elle trouvait toujours un moyen d'échapper à cette vérité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au final? C'est-à-dire qu'elle a même cédé sa maison, c'est ça? Au final, elle s'est retrouvée à la rue. Il lui restait quasiment plus que sa voiture à un moment, que le brouteur a essayé de lui faire vendre, mais il n'a pas réussi. Elle avait presque plus rien. Elle avait plus rien. Elle pouvait plus payer son loyer, ses factures d'électricité. Et le brouteur le savait, mais il continuait quand même à lui prendre les derniers petits sous qu'elle avait. Et donc, c'est finalement une de ses filles qui l'a récupérée, qui a accepté de la loger. Et puis, au bout d'un moment, comme elle avait vraiment plus rien à donner, le brouteur, il a vraiment fini par s'éloigner. Et là, très lentement, elle a pu reprendre un petit peu une situation matérielle plus ou moins stable, mais qui reste encore aujourd'hui fragile. C'est pour ça que vous avez appelé votre livre comme ça, Captive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, elle est enfermée dans cette réalité? Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, elle a plus d'argent, donc elle donne plus d'argent. Elle s'occupe de ses parents. Et finalement, si jamais elle décide de croire à cette relation, puisqu'elle donne plus d'argent, même moi, au bout d'un moment, je me dis, à quoi bon la convaincre finalement si elle est plus heureuse comme ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc on l'a vu avec Muriel, s'il y a bien un endroit où la désillusion est la plus douloureuse, c'est en amour. Quand on pense avoir enfin rencontré l'âme sœur, celui ou celle qui nous comprend, qui nous écoute, qui est attentif à notre bien-être, pas simple d'accepter que tous les messages, tous les mots d'amour, tout ça, c'était faux, c'est très douloureux. Dans la plupart des cas, le cerveau refuse la réalité et l'engrenage est tel que les personnes ne parviennent même plus à distinguer les évidences. Bien souvent, c'est l'entourage des victimes qui contacte d'abord les autorités. Donc, Antoine Spad, comment expliquez-vous que Muriel continue aujourd'hui encore à croire à sa love story? Elle ne veut pas voir la réalité en face. C'est une procédure qui est mise en place par ces personnes, ces abuseurs, on va dire. C'est-à-dire qu'on se met dans une situation de dissonance cognitive. Cette dissonance cognitive, c'est se mettre en défaut par rapport aux valeurs qu'on a et aux pensées que l'on a. On va modifier ces pensées pour faire entrer en consonance avec ces valeurs. Donc on va changer au fur et à mesure de la relation. On change les pensées que l'on a sur la personne pour pouvoir rester dans un confort psychologique. Se justifier. Ouais, c'est ça. Se justifier personnellement, voilà. Et tout doucement, on entre comme ça dans effectivement un engrenage. C'est un engrenage qui fait qu'on se radicalise totalement. Et c'est pour ça que ces personnes deviennent totalement imperméables à la vie d'autrui. Surtout qu'en général, l'escroc harcèle en permanence. Il laisse jamais un répit à sa victime. Ah oui, il faut toujours la solliciter le plus possible. Il l'isole ainsi. Il l'isole surtout. Il essaie de l'isoler parce que, évidemment, la planche de salut pour ces personnes, c'est de trouver le soutien de quelqu'un d'extérieur. Parce que quand on est pris dans cette espèce de cercle vicieux, la seule chose qui peut vraiment vous sortir, c'est quand quelqu'un qui a un poids à votre égard, affectif, on va dire, peut vous raisonner et vous sortir. Mais c'est terriblement difficile parce que sortir de cette emprise, c'est se confronter à un espèce d'effroi. L'effroi de s'être fait avoir, de subir la moquerie d'autrui. L'effroi et la honte. Et la honte, oui, la honte. Et donc, c'est ce qui fait qu'on repousse l'échéance de la confrontation avec la vérité.